du côté des syndicats et aussi de la NUPES, c'est de relancer la mobilisation. Comment vous voyez les choses? Peut-être William T pour commencer? Écoutez, est-ce qu'il y aura des gens qui vont venir manifester? Oui. La question, c'est est-ce qu'ils vont réussir à réussir leur objectif qui est de faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites? Là, j'en suis moins certain. En fonction des estimations, on peut aller à 500 000, 600 000, voire même 1 million. Allez, même, imaginons qu'on prenne les chiffres de la CGT, ils arrivent à 3 millions de manifestants. Est-ce que pour autant, si vous avez 3 millions de manifestants, Emmanuel Macron, avec les circonstances économiques et financières que l'on connaît, c'est-à-dire la baisse de la note française sur la dette, va retirer sa réforme des retraites et limiter ses marges de manœuvre alors qu'il a déjà sacrifié tout son capital politique? Non. Donc la question essentielle qui doit se poser les syndicats, c'est comment faire avec ce 1er mai pour l'utiliser et le convertir en capital politique et le convertir en action politique. Soit pour obtenir d'Emmanuel Macron des aménagements sur les textes, mais c'est difficile dans la mesure où il a été promulgué et validé par le Conseil constitutionnel, soit obtenir des aménagements sur les prochains textes. Et à ce moment-là, peut-être éventuellement qu'ils ont des possibilités, que ce soit sur le texte sur les partages de valeur, un texte sur l'emploi des seniors ou des textes permettant de soutenir le pouvoir d'achat. C'est parti pour durer cette unité syndicale où on voit déjà des signes qui peuvent montrer que, elle va éclater? On peut dire qu'il y a une différence de sociologie, même si elle est proche entre la sociologie politique et la sociologie syndicale, entre ceux de la CGT et autres syndicats alliés, et en même temps celle de la LFI et autres partis politiques alliés. C'est-à-dire que je mets une similarité entre la sociologie de la NUPES et celle du Front syndical uni. Et donc, par conséquent, ce qu'on voit dans toutes les enquêtes d'opinion menées par Frédéric Dabi, c'est qu'il y a une volonté d'union. Il y a une volonté d'union pour mener un combat commun à l'égard du pouvoir d'Emmanuel Macron, qui s'est accentué notamment depuis 2019 et la crise des Gilets jaunes. C'est le premier élément que je vois. Donc, ils ont intérêt à vouloir s'unir, d'où le sens de la déclaration de Marine Tondelier qui dit qu'il faut un candidat unique à l'élection présidentielle. Et dans le même sens, celui qui va rompre le front syndical va être porté en fait préjudiciable et le responsable d'avoir cassé le front syndical unique. Ensuite, après, la question, c'est à perspective à long terme, est-ce qu'ils pourront s'unir et à garder la même ligne une fois qu'on passera à un autre épisode que celui de la réforme des retraites et la détestation personnelle d'Emmanuel Macron? S'il faut s'unir pour combattre Emmanuel Macron, ils y arriveront tout à fait à s'unir. Ensuite, après, sur les différents sujets que peuvent aborder l'exécutif, donc dans la feuille des 100 jours, là, par contre, il y aura des difficultés. Est-ce que la CGT et la CFDT mèneront la même ligne sur le partage des valeurs? Est-ce qu'ils mèneront la même ligne sur la revalorisation des enseignants? Est-ce qu'ils mèneront la même ligne sur l'augmentation du pouvoir d'achat? Est-ce qu'ils auront la même ligne sur l'ensemble des sujets sur lesquels la CFDT adopte une posture beaucoup plus réformiste et beaucoup plus dans le compromis, dans une logique social-démocrate, alors que la CGT dans une logique révolutionnaire d'opposants auquel c'est pas pour autant qu'on aura un accord. Pour autant, pour l'instant, ils sont obligés de s'unir dans la mesure où ils pensent qu'Emmanuel Macron peut éventuellement ne pas signer les décrets d'application et retirer sa réforme des retraites et donc ne pas aller à la table des négociations. Pas passé grand-chose, c'était pas la répétition générale avant le 1er mai que certains attendaient. Oui, moi j'étais surpris par la psychose qui a été organisée sur ce match de foot parce qu'on remarquait qu'il y a très peu de personnes qui étaient abonnées à un club de football. Moi je suis abonné à un club de foot, donc je sais qu'il n'y a aucun supporter qui serait prêt à faire tout ce qu'avait prétendu le pouvoir et le préfet de police, c'est-à-dire rentrer dans le stade, porter atteinte au chef de l'État, parce que si par cas vous le faites, si juste vous mettez un pied sur la pelouse, vous êtes suspendu à vie. Et donc moi je connais très bien les abonnés, les supporters de foot, personne ne perdrait sa place uniquement pour aller manifester contre Emmanuel Macron. Le deuxième point, c'était la logique financière. C'est-à-dire que ceux qui venaient au stade devaient payer leur place. Par conséquent, il y a très peu de gens capables de payer une place uniquement dans un objectif non pas sportif, mais porter atteinte au chef de l'État. C'est le deuxième élément qui bloquait en fait l'analyse du pouvoir. Le troisième point, c'est tout simple, c'est en fait qu'Emmanuel Macron a fait en sorte de gagner, encore une fois, à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'il a organisé tout un système pour faire en sorte de limiter les cartons rouges, limiter les sifflets dans le stade, limiter la présence de sifflets et faire en sorte que son image soit moins exposée à l'égard des téléspectateurs. Son image n'a pas été diffusée sur les écrans géants lors de la remise des trophées. Il a salué les joueurs à l'entrée et non pas sur la pelouse. Et donc, par conséquent, il limitait son exposition et s'est mis plutôt en retrait, ce qui était plutôt un bon choix. Là où je vois une limite, moi, pour lui, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu initialement en 2017 sur une logique social-démocrate, plus une alliance avec le centre, celle de François Bayrou. Et ces électeurs-là refusent les dérives dites autoritaires que pourrait incarner ce que fait actuellement Emmanuel Macron. Lorsque vous commencez à interdire des sifflets, interdire à des supporters de porter, de manifester avec des cartons rouges, etc., vous vous placez dans une logique, notamment, que dénonce François Bayrou, antilibérale. Et je pense que ça porte atteinte essentielle à l'ADN politique d'Emmanuel Macron. Il rentre en contradiction avec ce que c'est que son ADN politique. Son ADN politique est la fusion des démocrates chrétiens et des sociodémocrates. Ces personnes-là ont construit la démocratie libérale en Europe dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Si par cas vous commencez à prendre des mesures autoritaires, bonapartistes, vous allez à l'encontre de cet électorat et c'est pas étonnant qu'en plus de la réforme des retraites et ce style de management qui perd son propre socle électoral, qu'il conduise à une baisse de cote de popularité durable. Donc est-ce qu'il a gagné l'image, la bataille d'image face aux syndicats? Oui. Est-ce qu'il va perdre son image à long
terme, je pense que ça lui portera des dégâts profonds. Alors, des casserolades, est-ce que si ça se poursuit, ça peut durablement avoir un impact sur l'opinion? Ah oui, oui. Ah oui, moi je pense que ça c'est plus dangereux pour Emmanuel Macron que les syndicats et les manifestations du 1er mai. Je vais prendre deux points. Le premier, c'est que chaque déplacement du président de la République se fait maintenant dans des circonstances dites aggravantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se déplace ou un de ses ministres se déplace, il a un comité d'accueil. Ça veut dire que le propos du ministre devient inaudible. Et la traduction concrète, désolé, je vais faire une infidélité à l'IFOP, c'est qu'il y a un sondage qui est sorti dans Odoxa qui dit que 65% des Français n'écoutent plus le président de la République lorsqu'il parle. Et c'est ça le point intéressant. Oui, elle est très limite, cette question, mais je vais en parler après, excusez-moi. Ça veut dire que l'action de l'exécutif, et donc les fameux 100 jours d'Emmanuel Macron, ont une portée limitée. Les 100 jours devaient avoir 3 utilités. La première, c'était d'apaiser et de constituer un autre épisode après la réforme des retraites. La deuxième, c'était constituer et préparer de nouveaux chantiers. Et la troisième, c'était donc du coup pouvoir reconquérir l'opinion publique. Mais comment vous pouvez reconquérir l'opinion publique si par cas vous ne pouvez plus parler aux Français, hormis sur votre propre socle électoral? Et donc moi, je vois une limite, c'est qu'il ne peut pas élargir sa base sans un accord. Or, il ne veut pas d'accord. Et il ne peut pas lui-même élargir sa propre base électorale en parlant à des Français. Et donc ça pose une question essentielle. Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas gagné cette bataille de la réforme des retraites, mais je pense que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'il lui coûtera plus cher à long terme que ce que ça lui rapporte. Premier point, la note sur la dette française qui porte atteinte à sa crédibilité financière et sa crédibilité réformatrice, auquel dans le rapport de Fitch, il a indiqué qu'il n'y aura pas de réforme à long terme et que tout son capital politique et son capital financier va être écrémé par une politique budgétaire expansionniste. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il n'a plus de possibilités, il n'a plus de relance, de marge de manœuvre, et il ne peut plus se relancer auprès de l'opinion publique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a une limite, et je pense qu'il doit reprendre non pas les 100 jours pour faire de l'apaisement, mais pour reprendre l'initiative politique. Et donc son objet, c'est de trouver pendant 100 jours, non pas les moyens de reconnecter avec l'opinion publique, mais avec les grands leaders d'opinion pour en fait avoir une assise assez forte pour pouvoir proposer un nouveau... Eh bien, un rassemblement au Havre, dans la ville d'Édouard Philippe. Est-ce que c'est une manière de récupérer, en tout cas d'occuper le terrain en ce 1er mai? Moi, je pense qu'elle a plusieurs objectifs. Elle a toujours voulu, à la différence de son père, changer de type d'électorat. Donc, on l'a vu, lorsqu'elle a pris le Rassemblement national, elle avait beaucoup plus d'électeurs ouvriers, beaucoup plus d'employés, de catégories employés intermédiaires qui ont voté pour elle. Donc, une bascule des anciens électeurs communistes, même si c'est pas totalement exact, enfin, les catégories électorales qui ont basculé de la gauche vers Marine Le Pen. Donc, pourquoi le 1er mai? C'est pour avoir une alternative aux fêtes syndicales du 1er mai et de la fête du travail. Le deuxième point, c'est que je pense que ça permet d'aller au Havre sur le potentiel favori de la prochaine élection présidentielle et de poser des premiers jalons en vue d'une campagne contre Édouard Philippe qui apparaît comme le candidat des partis de gouvernement le mieux placé pour la faire battre. Là où je vois une difficulté pour Marine Le Pen, même si elle a des avantages. L'avantage, c'est que elle profite, lors de la réforme des retraites, d'une double déception, celle de la NUPES et celle du parti au pouvoir. De la NUPES parce qu'ils n'ont pas réussi à convertir la demande sociale en objectif politique, que ce soit pour le retrait de la réforme des retraites ou des concessions de la part du pouvoir en termes de pouvoir d'achat, comme ce qu'avaient obtenu les Gilets jaunes en décembre 2018, etc. Et le parti du gouvernement qui n'a pas réussi à maintenir l'ordre à la fois à l'Assemblée nationale et également dans les rues, dans la mesure où ça ressemble davantage à la Chienlit qu'à un parti auquel on a la sécurité, etc. Et donc du coup, en profitant de ces deux éléments-là, elle a réussi à monter dans toutes les intentions de vote, comme ça s'est montré dans votre sondage, en passant de près de 20% à 30% d'intention de vote. Là où je vois une difficulté pour Marine Le Pen, qui est double, c'est est-ce que c'est pour autant cette dynamique lui permet d'être majoritaire? Lorsque l'IFOP, que vous dirigez, a mené une enquête lors du quinquennat Hollande, elle avait déjà atteint ces niveaux d'intention de vote entre 30 et 35%. Non, même un peu moins, mais elle a déjà atteint 30%, même si c'était pas 35-37. C'est pas le même contexte, je trouve, mais je vous écoute. Et le point, c'est est-ce qu'elle arrivera à devenir majoritaire, donc réunir 51%? Cela, c'est la première difficulté que je vois. C'est-à-dire qu'elle peut profiter de la déception, c'est pas pour autant qu'elle devient majoritaire dans le cadre d'une élection à 2 tours. Le deuxième point que je vois auquel elle n'a pas réglé lors de la réforme des retraites, c'est son problème dit de compétences qui s'est manifesté lors des débats de second tour contre Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Elle n'a pas montré qu'elle avait des capacités économiques et sociales pour pouvoir diriger le pays. Est-ce que vous gagnez une élection présidentielle sur l'économique et sociale? Non. Est-ce que vous perdez une élection présidentielle parce que vous êtes nul sur ces sujets-là et vous n'êtes pas crédible? Je pense que oui. Est-ce qu'elle a répondu par exemple aux problèmes français profonds entre la rigueur budgétaire et le soutien à des demandes sociales? Non, elle n'a pas résolu. Est-ce qu'elle a résolu le clivage entre la demande de ses électeurs, qui est de ne pas pouvoir travailler plus tard, et en même temps de financer le régime des retraites à long terme? Est-ce qu'elle a résolu les problèmes d'équilibre entre les problèmes de commerce, de protectionnisme et d'ouverture de la France au marché extérieur? C'est toutes les questions auxquelles elle n'a pas répondu, et je pense que c'est ça son point essentiel, notamment si par cas elle va au Havre et qu'elle compte affronter Édouard Philippe en 2027. Je pense qu'ils ont une difficulté, c'est l'assiette et le nombre d'électeurs qu'ils ont. Ça veut dire que
qu'importe les enquêtes que vous prenez, tant que c'est Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui mènent la NUPES, ils ont un problème d'assises électorales, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas 30% des second Français. tour, ouais. Et la difficulté qu'ils ont, c'est comment élargir, alors que dans le même temps, Jean-Luc Mélenchon est l'assurance vie pour pouvoir maintenir un groupe parlementaire fort en cas d'un premier tour, donc 150 députés, mais il est le problème pour pouvoir être majoritaire au second tour, c'est la difficulté qu'ils ont. Et il y a un point que je trouve intéressant, c'est que celui qui progresse le plus, c'est celui qui est le plus anti-Mélenchon et celui qui s'écarte le plus de la stratégie de Mélenchon, c'est Fabien Roussel.